L'Europe est en flammes. Les nuits s'illuminent de l'éclat des bombes. Les sirènes hurlent sur les toits brisés et les cartes du continent changent chaque jour sous la pression du Reich. Des colonnes de fumée s'élèvent là où se trouvaient autrefois des villes et les rivières entraînent les restes d'un monde qui s'effondre. De l'Atlantique aux Urals, l'écho des bottes allemandes résonne dans chaque rue conquise. Les chars du Reich écrasent les frontières comme du papier. Les drapeaux à croix gammées flottent sur les palais qui appartenaient hier au roi et servent aujourd'hui un seul homme, Adolf Hitler. L'Europe est sous son point de fer. Du moins, c'est ce qu'il croit. Mais parmi tant de domination, parmi tant de victoires qui semblaient inévitables, il existe une exception. Une terre que le Führer n'a jamais touchée. Une frontière que ses divisions blindées n'ont jamais franchie. Et un soleil qui continue de se lever sur une nation qui, malgré sa fragilité, est restée intacte. Cette terre, c'est l'Espagne. Et ici commence l'un des mystères les plus fascinants de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi Hitler, l'homme qui voulait conquérir le monde, n'a-t-il jamais envahi la péninsule ibérique? Qu'est-ce qui l'a arrêté aux portes du Sud? Quel secret se cachait derrière les conversations avec Franco, le dictateur fraîchement sorti d'une guerre civile qui avait laissé le pays épuisé, divisé et affamé? S'agissait-il d'une décision stratégique, d'une manœuvre politique pour gagner du temps, ou de la plus grande erreur de calcul du Troisième Reich? Alors que le continent se consume dans les flammes, l'Espagne observe depuis son coin de carte, blessée mais debout. La guerre civile est terminée, les rues sentent encore la poudre et les cicatrices du conflit fratricide restent ouvertes. Cependant, au milieu de la dévastation, Franco gouverne d'une main ferme, cherchant un équilibre impossible entre neutralité et survie. Hitler, depuis son trône d'acier, regarde vers le sud avec un intérêt croissant. Contrôler la péninsule signifierait dominer la Méditerranée, isoler la Grande-Bretagne et fermer le passage vers l'Atlantique. Et pourtant, il ne l'a pas fait. Pas une seule division allemande n'a franchi les Pyrénées. Aucun char du Reich n'a avancé sur les routes espagnoles. L'Europe est en guerre totale et chaque décision peut changer le cours de l'histoire. La France est tombée, la Pologne a été effacée de la carte et les Balkans sont en ruine. Mais l'Espagne de Franco, reste une énigme, neutre, attentive, silencieuse et, d'une certaine manière, intouchable. Entre les bureaux sombres de Berlin et les palais austères de Madrid se joue une partie d'échecs diplomatiques. 2 dictateurs, 2 visions du pouvoir et un échiquier marqué par la peur, l'ambition et la nécessité. Chaque mouvement est calculé, chaque mot est une menace voilée, et chaque décision pourrait déclencher un nouveau front dans la guerre la plus dévastatrice de l'histoire. Dans cette histoire de promesses brisées, d'intérêts croisés et d'ambitions démesurées, se cache une question qui intrigue les historiens depuis des décennies. Pourquoi Hitler n'a-t-il pas envahi l'Espagne? Ce que vous découvrirez ci-dessous n'explique pas seulement une absence sur la carte de la guerre, mais aussi un tournant silencieux qui a modifié le destin de l'Europe. Car parfois, le pouvoir ne se mesure pas aux batailles gagnées, mais aux frontières qui n'ont jamais été franchies. Nous sommes en 1940. L'Europe s'incline devant l'ombre du Reich. En quelques mois à peine, l'avancée du Troisième Reich
à transformer la carte du continent en une toile de victoire qui semble inévitable. Frontières redessinées, capitales résignées et places occupées par un pouvoir qui impose sa présence avec la dureté de la guerre. Seule la Grande-Bretagne résiste, tandis que les vagues battent les côtes et que les ports restent ouverts à la résistance insulaire. Dans le reste du continent, le silence des places conquises se mêle au rugissement lointain des colonnes blindées. La Méditerranée devient un champ de bataille, un bassin où se jouent route, approvisionnement et contrôle des passages reliant les continents. Du nord de l'Afrique aux côtes méridionales, les eaux et les ports deviennent stratégiques, et chaque île, chaque détroit acquiert une valeur qui peut décider du sort de nations entières. Nous sommes en 1940. L'Europe se rend au Reich. Seule la Grande-Bretagne résiste. La Méditerranée devient un champ de bataille, et les yeux d'Hitler se tournent vers le sud-ouest, l'Espagne. La péninsule ibérique, dans ce tableau, n'est pas une simple portion de terre. C'est une pièce qui peut faire pencher la balance. Contrôler l'Espagne impliquerait de fermer des passages et d'ouvrir des routes, de dominer des enclaves, servant de clé pour les eaux qui baignent le sud de l'Europe. Gibraltar, étroit et stratégique, apparaît dans la feuille de route du calcul militaire, comme l'entrée pour couper le passage entre les mers et contrôler la communication maritime. Fermer la Méditerranée signifierait étrangler les options de ravitaillement et de manœuvre des rivaux encore résistants. Étrangler l'Angleterre passe par la négation des routes, par l'isolement de la possibilité d'un pont maritime permettant de soutenir la résistance insulaire. Dans cette logique, la péninsule n'est pas périphérique. C'est le seuil de contrôle qui peut transformer un front en situation insoluble pour l'ennemi. L'intérêt n'est pas symbolique, il est purement stratégique et décisif. Dans le sud, la géographie prend la densité d'un plan. Chaque port, chaque cap, chaque passage de montagne est examiné avec le regard froid du stratège, car la possession de la péninsule permettrait à celui qui la domine de projeter sa force sur la Méditerranée et, par extension, sur le cours même de la guerre. Contrôler Gibraltar, fermer les routes d'accès et dominer les points névralgiques de la péninsule est, dans ce schéma, synonyme d'avantage. Cela empêcherait la libre circulation des forces et des matériels, compliquerait la survie logistique de l'adversaire et mettrait à la portée du pouvoir qui parvient à cette possession la possibilité d'asphyxier ceux qui résistent encore. Ainsi, la péninsule devient un objectif de premier ordre, un territoire dont la maîtrise peut définir le destin du conflit dans le sud de l'Europe. Et pourtant, au milieu de cette géostratégie, l'Espagne vit sa propre tragédie immédiatement antérieure. L'Espagne sort tout juste dévastée de sa guerre civile. Le pays entier traîne des blessures ouvertes. Villes et campagnes marquées par la violence, populations épuisées et paysages sociaux ayant subi des fractures profondes. La faim coexiste avec la misère. Les tables sont vides dans de nombreuses maisons. Et les longues files d'attente pour l'essentiel dessinent la géographie du besoin. La misère n'est pas seulement un manque de biens, c'est le quotidien de familles ayant perdu emploi, subsistance et espoir immédiat. Et la peur domine les rues. Une peur qui s'installe dans le geste de celui qui marche et dans le regard de celui qui surveille. Une prudence née de l'expérience récente d'un conflit fratricide qui rend le public et le privé
indissociables dans la logique de la survie. Au milieu du silence qui précède ce qui pourrait être une nouvelle tempête, le nouveau Caudillo observe. Sa silhouette se découpe sur la ville blessée, sur la pénurie et sur les places qui tentent de se recomposer après la guerre interne. Le Caudillo contemple Hitler conquérir le continent, se demandant si le destin de l'Espagne doit suivre le même chemin. Cette question contient en elle-même la tension d'un pays qui n'a pas encore décidé si son avenir sera une extension de la guerre européenne ou survivra au conflit grâce à la neutralité et à la reconstruction. L'observation n'est pas un geste passif, c'est un calcul politique qui évalue risques, coûts et bénéfices possibles, réalisé dans un contexte où la priorité immédiate est la stabilité interne et la récupération d'une nation arrivant à la fin de son propre désastre. La situation géopolitique se présente donc comme un carrefour. L'Europe parle en termes de domination et de conquête. Le Troisième Reich regarde des domaines pouvant amplifier son contrôle. La Méditerranée se dispute comme une mer qui décide des trajectoires. Et la péninsule ibérique apparaît comme un territoire sensible, clé pour celui qui veut fermer le passage à la résistance. Mais la péninsule n'est pas seulement un plateau. C'est une nation qu'on ne peut considérer uniquement comme objectif militaire, sans tenir compte de la dévastation récente qui la traverse. Dans ce double jeu de pouvoir et de fragilité, se profilent les décisions qui, à court terme, détermineront si la guerre ouvrira un nouveau front ou si l'Espagne parviendra à rester en marge de la furie qui dévore le reste de l'Europe. Le contraste entre la dimension stratégique de la péninsule et la réalité immédiate de sa dévastation met en lumière la complexité du moment. D'un côté, le calcul militaire indique la nécessité de prendre des positions permettant de contrôler routes et détroits. De l'autre, la réalité politique et sociale de l'Espagne, plongée dans la faim, la misère et la peur, suggère que la nation n'est pas en mesure de supporter une nouvelle conflagration. La tension entre ce qui serait souhaitable du point de vue de la projection de force et ce qui est supportable du point de vue du corps social espagnol définit le scénario dans lequel se prennent les décisions qui pourraient marquer le destin de la péninsule. À ce stade, la question qui flotte résonne dans les rues et les bureaux. L'Espagne doit-elle suivre la logique totalisatrice du Reich ou doit-elle tenter, malgré ses blessures, de conserver une marge pour se recomposer? Le Caudillo observe tout, pèse et attend, tandis que l'Europe brûle et que les conséquences de chaque choix deviennent plus lourdes. La manière dont ce carrefour se résoudra n'est pas seulement une affaire de diplomatie ou de stratégie. C'est la différence entre la continuation de la destruction et la possibilité d'une reconstruction qui, bien que précaire, offre à la population un minimum d'espoir de retour à la normalité. Ainsi, entre les scénarios d'hégémonie et la réalité d'une nation dévastée, se tisse le décor qui conditionnera les événements à venir. La considération de Gibraltar, la fermeture de la Méditerranée et l'idée d'étrangler l'Angleterre tracent la dimension stratégique du problème. La vision d'un pays consumé par la guerre civile, dominé par la faim et la peur, marque les limites réelles de l'action. L'Espagne, à ce carrefour, apparaît comme la pièce qui peut décider du cours de l'histoire, non seulement parce qu'elle offre aux dominateurs, mais parce qu'elle exige de ceux qui décideront de son destin. À la frontière franco-espagnole, un train s'arrête à la gare d'Andey. Une voiture de luxe s'ouvre et deux silhouettes descendent d'un pas mesuré. La vapeur s'élève
le brouillard colle aux vitres et le temps semble se comprimer sur ce quai froid. À l'intérieur du wagon, la conversation a été une succession de silences et de phrases mesurées. Dehors, le paysage passe indifférent. Les deux dictateurs se regardent fixement. L'un possède tout sur la carte et dans la mémoire de ses victoires. L'autre vient de sortir de sa propre guerre, détient un pouvoir fragile et craint de le perdre. Ce choc de présence est, dès le premier instant, une tension qui ne germe pas dans les mots, mais dans les regards calculateurs, les mains serrées sur le bâton et les sourires qui n'atteignent pas les yeux. L'air à Hendaye sent le fer et la pluie récente. Les bottes des accompagnateurs crissent, les mouchoirs se pressent contre le cou et les ordres murmurés se dissolvent dans le bruit des locomotives. Dans la scène, chaque geste prend une nuance stratégique. L'inclinaison de la tête, la pause avant une phrase, le choix de la salle pour converser. La tension n'est pas le fruit du hasard. C'est la logique de deux hommes qui savent que cette rencontre ne se limite pas à un échange de courtoisie. Elle mesure la possibilité d'un lien pouvant modifier le destin d'une péninsule et, peut-être, du continent entier. Hitler évalue du regard. Dans cette pause, dans ce croisement de regards, il visualise Franco comme un allié utile, une pièce qui, bien disposée, peut ouvrir des portes stratégiques. Il voit la péninsule comme un plateau où placer ses pions, et Franco comme celui qui pourrait faciliter le passage vers des objectifs plus grands. La possibilité de compter sur l'Espagne dans sa sphère projette sur son geste un mélange de calcul froid et d'attente contenue. Mais ce n'est pas une attente naïve, c'est une évaluation tactique cherchant à se traduire en avantages concrets, en manœuvres fermant des routes et augmentant la pression sur ceux qui résistent encore. Franco, de son côté, n'est pas un miroir complaisant. Face à lui, le Führer apparaît aussi comme une menace nécessaire, un géant dont la proximité offre protection, mais dont l'ombre oblige à réfléchir au prix de la dépendance. Dans l'esprit du Collio se croise le besoin d'assurer son régime naissant et la peur de perdre le peu qu'il a gagné après la guerre civile. Chaque proposition reçue se pèse comme une obligation potentielle. Chaque promesse allemande provoque chez Franco la question de savoir si la gloire qu'elle pourrait offrir se mesure en souveraineté ou en chaîne. Ce bilan mental transforme la réunion en duel de calcul et de réticence. Les gestes extérieurs dissimulent à peine la friction interne. Dans les salles décorées, les paroles sont formelles et les sourires courtois. Dans l'intimité de la pensée, les motifs se multiplient. Les alliances imaginées par l'un et les concessions redoutées par l'autre ne sont pas exprimées clairement, mais se ressentent dans l'écart entre ce qui est dit et ce qui est pensé. La scène devient un plateau où chaque pièce projette des futurs possibles. Domination, soumission, survie ou perte. La tension s'épaissit comme de la fumée dans les couloirs. Les phrases restent flottantes, incomplètes, comme si les mains n'osaient pas les fermer. Hitler confessera plus tard « Je préférerais qu'on m'arrache 3 ou 4 dents plutôt que de reparler à cet homme. » Cette phrase prononcée après coup est une clé ouvrant la porte au mécontentement qu'il a pu ressentir à Hendaye. Au-delà du protocole, les émotions privées de l'un des dirigeants se dévoilent dans cette confession. L'agacement, l'irritation ou la perception que cette rencontre n'a pas produit ce qu'il espérait. La phrase condense l'impuissance face à une négociation qui ne se laisse pas encadrer en termes simples. Elle montre aussi l'écart
entre l'ambition géopolitique et l'obstination politique d'une figure qui ne cède pas complètement. Malgré les efforts pour montrer l'unité, la réunion n'atteint pas l'objectif espéré par Hitler, l'alliance totale. Ce qui devait se traduire par un engagement clair, une adhésion permettant de déployer volonté et ressources, se réduit à un équilibre tendu et précaire. Les intentions se heurtent aux limites. L'attente de l'un se heurte à la prudence de l'autre. Les promesses se dissolvent face à la fragilité de ce qui est en jeu. À la gare et dans les salles de réunion, reste le sentiment que beaucoup a été discuté mais peu conclu. La photo officielle peut sourire, mais en pratique, l'alliance ne se forge pas selon les termes souhaités par l'agresseur. La rencontre est ainsi une scène saturée de contradictions. La magnificence du pouvoir face à la précarité du pouvoir nouvellement acquis. L'audace de l'expansionnisme face à la mesure de celui qui sait combien il peut perdre. Les conversations se terminent, les carrosses se préparent et les machines reprennent leur trajet. Le train part, le brouillard se lève et reste la trace d'un rendez-vous dont la conséquence immédiate est la continuité de l'énigme. Pour Hitler, la possibilité d'incorporer l'Espagne n'est pas fermée, mais devient plus incertaine. Pour Franco, le choix entre être partenaire ou garder ses distances reste encore partiellement indécis. Dans le souvenir de ceux qui ont vécu l'épisode, la réunion d'Hendaye se lit comme une rencontre qui n'a pas consommé la remise d'une nation, ni la promesse d'un joug. Ce fut un rendez-vous marqué par la tension cinématographique de deux figures opposées, l'un avec la certitude du pouvoir, l'autre avec l'inquiétude de celui qui craint de perdre ce qu'il a atteint à grands frais. Finalement, la photo, les mots et les phrases enregistrées n'ont pas suffi à transformer l'attente en un pacte irréversible. Ce qui reste, c'est la preuve qu'à cette frontière, la diplomatie ne s'est pas pliée à la force du désir de l'un et que la pleine souveraineté que l'autre espérait n'a pas été livrée. Franco place la balance et exige plus que ce que quiconque pourrait accorder. Ces demandes ne sont pas de simples requêtes tactiques. Ce sont des revendications de survie transformées en ambition. Il demande de la nourriture, sollicite des armes, réclame du pétrole, les carburants qui alimentent les armées et les machines, et met sur la table des territoires coloniaux en Afrique comme s'il s'agissait de jetons d'échange. Ces conditions s'étendent jusqu'à frôler l'irréel. Il ne demande pas seulement le soutien pour une campagne ponctuelle. Il exige les moyens de soutenir une guerre longue et une rémunération qui récompense le risque d'entraîner l'Espagne dans un conflit qui n'a pas encore cicatrisé. La liste est interminable par son ampleur, parce qu'au fond, ce qu'il cherche n'est pas tant à conquérir qu'à garantir que la participation ne signifie pas la disparition de ce qui reste du pays. Franco demandait la moitié du continent en échange d'une guerre que son pays ne pouvait pas soutenir. Cette phrase, féroce dans sa synthèse, résume la dissonance entre la grandiloquence des revendications et la fragilité matérielle qui les soutient. D'une part, l'ambition se présente comme l'exigence de celui qui veut transformer la position de son pays sur la carte. D'autre part, l'évidence que les moyens pour une telle entreprise n'existent pas. Exiger des territoires coloniaux, c'est penser expansion alors que les placards domestiques sont vides. Demander du pétrole, c'est imaginer chars et avions alors que les usines tentent encore de se remettre debout. La dichotomie est grotesque. Le geste de pouvoir réclamé par le caudillo
heurte la pauvreté et l'épuisement qui définissent en fait la réalité nationale. Le contraste entre l'ambition allemande et la faiblesse espagnole devient un paysage de clair-obscur. À Berlin, on rêve de l'ampleur stratégique qu'offrirait une Espagne alliée, contrôle des passages maritimes, domination de la Méditerranée, un front supplémentaire qui étouffe l'Angleterre. À Madrid, cependant, la carte intérieure est différente. Champs non cultivés, villes avec des blessures récentes, infrastructures nécessitant reconstruction. La fantaisie de l'expansion se heurte à la table de rationnement et à la logistique de base manquante dans chaque village. La rhétorique de la grandeur reste ainsi enveloppée dans la réalité de la pénurie. Un contraste qui rend la conversation impossible à transformer en action immédiate. Franco sait, intimement, quelle est la vérité de sa nation. Son armée est épuisée. Ses rangs ne se sont pas entièrement recomposés. Les armes semblent plus une promesse qu'une capacité réelle. Franco sait que son armée est épuisée, que son peuple a faim, qu'une nouvelle guerre pourrait tout détruire. Cette pensée, répétée intérieurement encore et encore, marque la frontière entre l'ambition verbale et la prudence réelle. Dans l'esprit du caudillo se croise la fierté d'avoir vaincu lors de la guerre civile et la responsabilité de ne pas ruiner la fragile reprise de la société. Chaque demande à Hitler s'articule sur cette tension. Exiger pour protéger, négocier pour éviter le désastre. Mais la contradiction persiste. Demander tant alors qu'on possède si peu est un acte d'audace téméraire et de calcul sur la valeur de son propre pays comme monnaie d'échange. Dans les bureaux, Franco interroge son propre pari. La possibilité d'accepter des engagements impliquant l'envoi de troupes, l'ouverture de ports ou la cession de souveraineté coloniale apparaît comme une invitation à un abîme dont il pourrait ne pas revenir. L'idée que la guerre puisse tout détruire n'est pas une hypothèse abstraite. C'est une menace concrète qui se projette sur les maisons, les usines et les routes encore fumantes des blessures du récent conflit interne. La conscience de ce risque empêche Franco de prendre des décisions, signifiant le sacrifice de la stabilité minimale qu'il a réussi à imposer avec difficulté. Les voix de l'entourage du caudillo renforcent la prudence. L'Espagne ne pouvait pas entrer en guerre, a déclaré Serrano Suñer, beau-frère de Franco, car le pays n'avait même pas de pain pour son peuple. Cette déclaration, prononcée par une figure proche, agit comme un miroir renvoyant l'image la plus crue. L'incapacité matérielle est la raison la plus convaincante du refus. Il ne s'agit pas seulement de prestige ou de calcul stratégique, mais de survie quotidienne. Lorsque la politique se heurte à la pénurie, la retenue devient la politique la plus praticable. Serrano Suñer l'exprime sans fioriture. Sans pain, il n'y a pas de guerre soutenable. Sans nourriture, toute campagne serait un suicide logistique. Les exigences imposées par Franco, aussi surprenantes soient-elles par leur audace, sont également l'expression d'une négociation où le déficit intérieur se déguise en offre. Demander des territoires coloniaux vise la récompense symbolique de la victoire, sans compter le coût humain et matériel qu'exigerait cette entreprise. Solliciter armes et pétrole révèle le besoin de garanties concrètes pour que la collaboration ne se transforme pas en condamnation à mort pour la nation. Chaque exigence articulée par le caudillo est, au fond, une condition pour que la participation ne signifie pas l'anéantissement de ce qui reste debout. La scène diplomatique devient alors une tension entre désir et réalité. Hitler contemple avec intérêt
la possibilité d'ajouter l'Espagne à son orbite. Franco répond par des demandes dictées par la conscience de la pauvreté nationale et l'ambition de la corriger par des gains territoriaux. La conversation n'est donc pas seulement un échange de faveurs, mais un choc de perspectives. L'une imagine l'expansion du pouvoir à l'échelle continentale, l'autre comprend que la priorité immédiate est de ne pas perdre ce qui a déjà été obtenu. Dans cette tension, les demandes impossibles sont à la fois un outil de négociation et une confession ouverte de fragilité. La politique se transforme en calcul humain. Le caudillo mesure la faim de son peuple, la fatigue de son armée et la possibilité réelle qu'une nouvelle guerre entraîne la ruine définitive. Ces conditions impossibles sont, paradoxalement, une manière de protéger les vulnérables. Demander trop est aussi une façon d'éviter des engagements qu'ils ne pourraient supporter. La grandiloquence des revendications fonctionne comme un avertissement. Qui demande tant laisse entendre qu'il n'est pas prêt à sacrifier la survie du pays pour la gloire ou par mode de se ranger du côté du fort. Dans ce scénario, la conversation avec l'Allemagne ne débouche pas sur la remise totale. Les demandes de Franco, par leur caractère disproportionné et leur racine dans la nécessité, deviennent une barrière contre tout accord immédiat obligeant l'Espagne à entrer en guerre. L'ambition allemande, fondée sur des plans de domination, se heurte à la résistance pratique d'un pays dépourvu de l'essentiel. L'incapacité matérielle se transforme en outil politique. L'impossibilité réelle de satisfaire des conditions nécessaires au maintien d'un conflit sert à justifier, sous apparence de force, la décision de ne pas compromettre le pays. La tension entre aspiration et limitation définit ainsi l'équilibre des forces. L'Allemagne veut, l'Espagne exige. Les exigences impossibles font que l'alliance totale ne se concrétise pas. Dans cette dynamique, les paroles de Serrano Suñer résonnent comme un verdict. Le manque de pain est la raison ultime de ne pas entreprendre l'aventure militaire. L'histoire qui se déploie dans ces échanges montre comment le besoin fondamental de nourriture et la précarité de l'armée agissent comme facteurs décisifs dans la politique internationale. Sans cette base matérielle, les ordres de grandeur ne sont que mirages. Et tandis que l'Europe brûle et que les puissances calculent leurs prochains pas, la table de négociation où la moitié du continent, le pétrole et les armes ont été demandées, reste marquée par l'évidence que la guerre exige plus que la volonté. Elle exige des ressources que l'Espagne ne possède pas. L'ambition de Franco et l'exigence allemande s'affrontent, mais c'est la réalité de la misère et de l'épuisement qui finit par imposer la prudence. Les conditions impossibles sont la preuve tangible qu'en politique, la fantaisie heurte irrémédiablement la limitation matérielle. Et dans ce choc, il est en grande partie décidé que la péninsule ne soit pas entraînée dans une nouvelle conflagration qui l'aurait complètement détruite. Ce fut un acte de calcul froid. Ni bravoure, ni peur, pure survie politique. La décision se prend sur la mince ligne séparant l'ambition du suicide, à la frontière entre le geste grandiloquent et la comptabilité quotidienne de ce qui reste encore sur les tables des villages. Franco contemple la pression du Reich comme un courant qui peut l'emporter ou l'élever. Il choisit la prudence. Il ne s'agit ni d'héroïsme, ni de lâcheté décorative, mais d'une lecture froide des possibilités réelles. Son pays sort d'une guerre récente. Ses ressources sont limitées et les blessures sociales sont ouvertes.
s'aligner sans réserve avec Hitler impliquerait de tout risquer pour un pari dont il ne peut garantir les conditions. La décision de neutralité non belligérante est, en ce sens, une manœuvre de protection. Un rideau qui protège le minimum nécessaire pour survivre politiquement dans un continent en flammes. Dans ce geste, il y a un mélange complexe de calculs et d'émotions contenues. Les mots officiels se parent de neutralité, mais dans la pratique, il existe une volonté claire de ne pas entrer pleinement dans le conflit. Les exigences du Reich, armes, nourriture, pétrole, territoire, avaient montré ce qu'exigerait une adhésion totale. La réalité de l'Espagne avait montré ce qu'elle ne pouvait offrir. Le choix de la non-belligérance apparaît alors comme la sortie la plus raisonnable. Ni soumission complète, entraînant le pays dans la ruine, ni affrontement direct signifiant la destruction assurée. Franco agit comme celui qui sait que le prix du pari est trop élevé pour un pays épuisé. La neutralité calculée est la manière de maintenir le pouvoir sans hypothéquer l'existence de la nation. Franco comprend qu'un alignement complet avec Hitler signifiait parier sur un destin incertain et peut-être sur la ruine définitive de l'Espagne. Cette compréhension ne naît pas d'un moment de conscience soudaine, mais d'une accumulation d'images et de réalités. Soldats fatigués sur les places, usines qui n'ont pas redémarré, villes aux placards vides et routes encore marquées par les combats fratricides. Chacune de ces scènes pèse sur la décision politique. Signer un engagement total avec le Reich reviendrait à accepter que la survie quotidienne devienne monnaie d'échange pour des ambitions coloniales ou des promesses stratégiques qui, en pratique, ne pourraient être tenues. Le calcul de Franco vise, par-dessus tout, à protéger l'intégrité de l'appareil étatique qu'il dirige et à éviter que la guerre, à nouveau, anéantisse ce qu'il a réussi à maintenir debout. La neutralité non belligérante n'est pas un caprice rhétorique, mais une stratégie remplie de limites et de nuances. Maintenir cette posture exige équilibre, montrer une collaboration suffisante pour ne pas provoquer la colère de l'allié puissant, tout en niant des engagements impliquant l'envoi d'hommes, l'ouverture de ports ou la cession de ressources vitales. C'est une danse politique qui demande temps, patience et contrôle des apparences. Dans cette chorégraphie, chaque geste public et chaque silence calculé servent le même objectif: préserver la souveraineté en pratique, même si ce n'est pas toujours dans le discours. C'est une politique de souplesse qui évite l'exposition totale et mise sur la survie du régime. En même temps, en arrière-plan de ce choix, il y a un pari moral implicite: préférer la reconstruction lente à la destruction rapide. Il ne s'agit pas d'un choix d'éthique héroïque, mais d'une responsabilité pratique. Éviter que la population paie de faim et de mort pour une alliance qui ne garantit pas de résultat. La décision est donc une forme de politique sociale. Donner priorité à la vie quotidienne des citoyens plutôt qu'à la gloire militaire. Cette intention parle moins de grandeur que de calcul. Maintenir la machine de l'État suffisamment vivante pour gouverner quand la tempête sera passée. La froideur du calcul n'élimine pas la tension personnelle ni les doutes. Dans l'intimité des bureaux, les dirigeants confrontent l'image du pouvoir qu'ils pourraient obtenir à la réalité de ce qui a déjà été perdu. La tentation de l'expansion et la peur de la soumission se mêlent dans l'esprit du caudillo. Son choix final résulte de ce duel intérieur, un compromis visant à éviter le pire des scénarios. Il ne s'agit pas d'une reddition face à l'histoire,
mais d'une manœuvre pour que l'histoire ne balaie pas ce qui reste à reconstruire. La neutralité non belligérante devient ainsi un outil de politique pratique qui privilégie la survie nationale aux gloires immédiates. Parfois, l'histoire ne change pas par les tirs, mais par les silences. Cette réflexion contient l'idée que certains moments décisifs voient l'absence d'un acte militaire peser autant que la présence d'armes. Le silence calculé d'une nation peut contenir plus de force que la mitraille, permettre la préservation de vie et de structures qui, autrement, auraient été consumées par la machine de guerre alliée. Dans le cas de l'Espagne, ce silence a fait la différence entre devenir un champ de bataille et être un acteur qui, avec prudence, réussit à maintenir son tissu social suffisamment pour survivre aux désastres européens. La neutralité choisie est, enfin, une victoire ambiguë. Elle évite la participation directe à la conflagration et préserve une marge de manœuvre politique, mais implique aussi de vivre avec la suspicion et la pression externe. Être non belligérant exige un prix en attention diplomatique et concessions symboliques et oblige à naviguer entre les attentes d'un allié puissant et les besoins internes d'un pays épuisé. Pourtant, dans le bilan froid que fait le pouvoir, prévaut l'idée que conserver la vie du pays et la continuité du régime était préférable à tout risquer pour un triomphe hypothétique. Le choix de Franco s'inscrit donc comme un acte pragmatique, ni héroïque ni lâche, mais calculé pour assurer la survie politique de l'Espagne. Ce fut une décision privilégiant la reconstruction et la stabilité interne face à l'aventure militaire, comprenant que la ruine définitive était une possibilité réelle en cas d'alignement total avec le Reich. À ce carrefour entre ambition et prudence, la non-belligérance apparaît comme la sortie la plus lucide, celle de celui qui choisit, avec un rigorisme froid, de préserver ce qui reste pour pouvoir gouverner après la fin de la tempête. En 1941, Hitler envahit l'Union soviétique. En 1942, Stalingrad arrive, et le mythe de l'invincibilité allemande commence à se fissurer. La phrase, prononcée avec le sérieux de celui qui observe le cours des événements, résume le tournant décisif qui transforme la carte stratégique de la guerre. Ce qui avait jusqu'alors été une série d'avancées éclatantes et de conquêtes rapides devient un épuisement prolongé et un choc avec des réalités que la machine du Reich n'avait pas totalement prévues. L'invasion de l'Est ouvre un nouveau front qui exige hommes, ressources et un effort logistique féroce. La campagne, ambitieuse et gigantesque, se heurte aux distances, au climat et aux résistances qui épuisent les forces agressives. Dans cette séquence, Stalingrad apparaît comme un point d'inflexion, le lieu où la prémisse de l'invincibilité est mise à l'épreuve et commence à montrer des fissures qui, avec le temps, s'élargiront. Alors que les combats s'allongent et que l'ombre de la défaite commence à se faire sentir dans les casernes et sur les ondes, Franco observe. Ce n'est pas une observation purement géographique. C'est une surveillance politique et psychologique, une lecture patiente des signes et des conséquences. Depuis Madrid, on voit des colonnes avancer puis trébucher. On entend des rapports parlant de fronts qui ne cèdent pas facilement. Et on perçoit l'érosion lente d'une machine de guerre qui ne se déplace plus avec le rythme des premiers mois. Pour celui qui a choisi la prudence comme stratégie, ce changement n'est pas un hasard, mais une opportunité. Confirmer que la non-belligérance était un calcul fondé. La réalité d'un Reich en usure
renforce la conviction que la prudence sauve plus que l'audace. La transformation n'est pas seulement militaire, elle est aussi morale et psychologique. Le mythe qui avait servi à soutenir la confiance ennemie, l'idée d'une force inébranlable, d'une avancée imparable, est remis en question par la résistance rencontrée à l'Est et par les pertes accumulées. Cette fissure du mythe modifie la lecture du pouvoir en Europe. Ce qui était auparavant perçu comme une vague destinée à tout balayer se transforme en une marée qui peut reculer. La narration du pouvoir absolu subit des brèches qui changent l'état d'esprit des alliés et des neutres. Pour l'Espagne, cette fracture est un indice que le pari de rester à l'écart n'a pas seulement été prudent, mais commence à apparaître comme l'option politiquement la plus sensée. Dans la péninsule, la lente reprise se poursuit. Les rues encore marquées par la guerre civile tentent de recomposer leur flux. L'économie, avec son rythme mesuré, cherche à stabiliser les marchés, réparer les infrastructures minimales et revenir à une normalité aussi fragile que désirée. Ce processus de reconstruction n'admet pas de rupture soudaine. Chaque ration, chaque réapprovisionnement et chaque chantier en réparation sont des signes d'une volonté de reconstruction qui doit être préservée. Dans ce contexte, la perspective de s'impliquer dans une conflagration plus vaste, qui drainerait toutes les ressources d'une nation épuisée, apparaît non seulement risquée, mais potentiellement fatale pour la possibilité même de récupération. Franco, prudent, attend. L'attente n'est pas passive, c'est une stratégie qui combine vigilance, calcul et gestion interne. Chaque rapport provenant du front oriental est évalué dans les bureaux et se traduit par des gestes concrets de politique étrangère. Gestes qui évitent la provocation et qui, simultanément, soutiennent l'image d'un régime capable de survivre sans s'exposer au désastre. Dans la pratique, cette attente devient un outil de pouvoir. Conserver des forces, maintenir la structure de l'État et disposer d'une marge de manœuvre lorsque la carte politique change en sa faveur. La patience devient ainsi une ressource aussi précieuse que n'importe quelle armée. Le silence de la non-intervention se transforme en arme stratégique. Il ne s'agit pas de se taire par peur, mais d'utiliser l'inaction comme forme d'influence. En ne s'engageant pas, l'Espagne évite l'épuisement des ressources et garde ouvertes les portes de la négociation avec tous les acteurs possibles. Pendant que le Reich se saigne à l'Est, l'Espagne poursuit sa lente reprise. Franco, prudent, attend, et son silence devient sa meilleure arme. Cette constatation montre que, parfois, la plus grande force réside dans la capacité à résister à la tentation d'agir précipitamment. Le silence protège la possibilité d'un futur où la nation pourrait reprendre sa marche sans avoir été consumée par une guerre étrangère. La séquence de 1941 et 1942 n'est donc pas seulement une succession de batailles et de dates, mais la trame d'un changement stratégique de grande ampleur. Là où auparavant il y avait place pour l'expansion, c'est maintenant la retenue qui s'impose. Là où l'apparence du pouvoir dictait les décisions, la réalité de l'usure oblige à reconsidérer les priorités. Pour un pays encore en processus de guérison, ce réajustement n'est pas une option idéologique, mais une nécessité pratique. La prudence de Franco cesse d'être une simple politique étrangère pour devenir la condition de possibilité de la survie nationale. Et tandis que l'Europe redessine ses lignes de front, le choix de rester à l'écart commence à se projeter en termes d'avenir.
La non-belligérance permet de conserver à la fois le tissu social et la capacité de manœuvre politique qui seront indispensables lorsque la guerre prendra fin ou lorsque les circonstances offriront une nouvelle configuration du pouvoir. Ainsi, le silence calculé de Franco n'est pas un signe de passivité morale, mais d'une stratégie d'État qui regarde au-delà de l'urgence et qui mise sur la continuité. Dans ce calcul, l'observation de l'usure allemande devient la confirmation que la prudence n'a pas seulement préservé des ressources, mais a maintenu la possibilité que l'Espagne survive à la tempête qui s'abattait sur l'Europe. La décision de ne pas entrer en guerre a sauvé l'Espagne des bombardements, de la faim absolue et de la destruction qui a frappé l'Europe. Cette vérité dure et concrète s'installe au centre de toute évaluation. Tandis que des villes entières brûlaient et que des villages étaient réduits en ruines dans d'autres pays, la péninsule a réussi à préserver une grande partie de ses structures les plus fondamentales. Éviter d'entrer dans le conflit a signifié protéger les infrastructures, les économies locales et, surtout, la vie quotidienne, qui ailleurs a été anéantie par la machine de guerre. La limitation du conflit sur la carte européenne a permis à de nombreuses familles de conserver un toit, aux villages de garder leur route, et que la reconstruction postérieure ne commence pas à partir de rien. Cette conservation matérielle a eu des effets tangibles sur l'expérience humaine. Moins de villes pulvérisées, moins de corridors humanitaires brisés, moins de générations plongées dans le désespoir immédiat que provoque une occupation totale. La décision, analysée froidement, a fonctionné comme un amortisseur face à la violence indiscriminée de la guerre à grande échelle. Le silence actif d'un État ayant choisi de ne pas ouvrir un nouveau front a permis à la récupération sociale de disposer d'un point d'appui pour recomposer la vie future. Sur le plan logistique et démographique, ce choix représentait la différence entre une reconstruction modérée et une reconstruction totale, entre la possibilité d'un futur gérable et la ruine complète. Cependant, ce choix comporte aussi un revers moral qu'on ne peut ignorer. La neutralité pratique n'a pas été un acte pur ni dépourvu d'engagement. Elle a eu un coût éthique et humain qui a laissé des traces difficiles à effacer. Mais cette neutralité a eu un prix. Des milliers d'Espagnols sont partis combattre aux côtés des nazis dans la division Azul, tandis que le régime maintenait ses sympathies avec Berlin. Cette phrase résume la contradiction. Éviter la guerre sur le territoire national n'a pas empêché que de nombreux Espagnols, pour diverses raisons, participent à la violence du conflit ailleurs, ni empêché que le régime conserve des affinités politiques et culturelles avec la puissance qui dominait une grande partie de l'Europe. Le prix n'était pas seulement symbolique, il s'agissait de la présence effective de soldats espagnols sur un front lointain, de l'implication directe des citoyens dans la machine de guerre de l'Allié et de la coexistence de l'État avec des positions flirtant avec le vainqueur. Cette ambivalence a produit des tensions internes qui ont traversé la société. D'une part, la majorité a évité l'horreur des nuits de bombardement et de la famine totale. D'autre part, l'empreinte morale de la collaboration partielle et le choix de permettre ou faciliter le départ de combattants vers une guerre étrangère se sont inscrits dans la mémoire collective. La neutralité protectrice a coexisté avec des décisions qui, en pratique, ont contribué à alimenter le conflit sur d'autres fronts. Cette double facette
rend l'évaluation historique complexe. Il ne s'agit pas de catégoriser la décision comme uniquement héroïque ou pacifique, mais de la comprendre comme une manœuvre politique qui a protégé physiquement la nation tout en acceptant un engagement moral vis-à-vis d'acteurs et d'actions discutables. Le coût moral se manifeste également dans des images quotidiennes, des familles voyant partir leurs enfants vers des fronts lointains, des communautés recevant des nouvelles de pertes dans des batailles étrangères, et un État, maintenant, des relations provisoires avec une puissance imposant sa loi à une grande partie de l'Europe. Cette tension entre la préservation interne et la collaboration externe a tissé un réseau de silence, de regards fuyants et de décisions qui, avec le temps, ont exigé des explications et des justifications. La neutralité apparaît alors comme une politique à multiples facettes, une protection pratique et une acceptation partielle des dynamiques idéologiques et militaires, de l'allié, la phrase qui synthétise le regard de nombreux contemporains et observateurs ultérieurs, prend ici une densité particulière. Franco a joué sa partie avec sang-froid. Il a parié sur la survie et a gagné. Cette affirmation, brute et directe, met en évidence l'intention calculée derrière la politique. Il ne s'agissait pas d'un geste grandiose d'altruisme, ni d'un renoncement fondé sur des principes moraux élevés, mais d'un pari conscient pour la continuité du régime et la stabilité du pays. Gagner, dans ce sens, signifie rester debout quand tout s'effondre autour. Gagner implique aussi de survivre politiquement à la grande conflagration européenne. Mais la victoire obtenue avec sang-froid soulève aussi des questions éthiques. Quel prix moral est acceptable pour préserver une nation? Comment mesurer la valeur de la survie face au coût de s'être associé, en parole ou en acte, à la face la plus brutale du conflit? Le bilan n'est pas confortable. La décision a évité la tragédie absolue sur le territoire national et permis à la nation de conserver une base pour reconstruire la vie sociale et économique. Mais cette limitation territoriale est venue avec des engagements et l'envoi d'hommes sur un front étranger. Elle est venue aussi avec l'ambiguïté d'une diplomatie montrant des sympathies, sans assumer pleinement le coût total de la guerre. L'histoire conserve cette ambivalence. D'un côté, la reconnaissance pour la protection face à la dévastation. De l'autre, l'inquiétude vis-à-vis de l'implication idéologique et humaine avec un agresseur ayant causé tant de souffrances en Europe. Réfléchir à ces conséquences oblige à accepter la complexité de l'acte politique. La survie d'une nation peut nécessiter des décisions dures et pragmatiques qui, tout en préservant des vies à court terme, laissent des cicatrices morales à long terme. Le choix de ne pas entrer en guerre a sauvé l'Espagne des bombardements et de la destruction, mais a simultanément permis à des milliers de compatriotes de participer à des combats étrangers et au régime de maintenir des relations qui seraient ensuite jugées moralement. Ce double résultat est l'héritage d'une politique de survie qui a gagné du territoire et du temps, mais qui a payé une partie de son âme avec la complicité et la séparation entre action interne et responsabilité externe. En fin de compte, le récit de cette période exige de reconnaître les deux faces, celle de la nation ayant évité la ruine absolue et celle de la société ayant porté le stigmate d'avoir coopéré, d'une manière ou d'une autre, avec un projet international à coloration criminelle. La neutralité, vue comme stratégie d'État, a été efficace sur le plan pratique et a en même temps laissé des dettes morales. Comprendre cette ambivalence est essentiel
pour saisir pourquoi la mémoire de ces années n'est ni univoque ni facile à réconcilier. L'histoire conserve les bénéfices de la survie et les ombres du prix payé. Hitler a conquis l'Europe, mais pas l'Espagne. Non pas parce qu'il ne pouvait pas, mais parce que Franco ne l'a pas voulu. Cette phrase renferme une tension monumentale. L'image du conquérant, qui réussit presque tout face à celle du dirigeant, qui, par le silence et le calcul, arrête la marche du destin. C'est la paradoxe de deux volontés qui s'affrontent sans batailles ouvertes. C'est la constatation que l'histoire se décide parfois dans les replis intimes de la politique, plus que sur les champs de bataille. Dans ce choc d'ambitions et de limites, se révèle une vérité profonde. La force brute ne suffit pas toujours lorsqu'en face existe une décision froide, une retenue qui pèse plus que le geste de la guerre. Ce refus, froid et calculé, n'a pas été un accident ni un hasard. Ce fut un coup politique qui a priorisé la survie d'une nation épuisée sur la gloire momentanée de l'Alliance. Derrière la rhétorique et les exigences, derrière les demandes impossibles et les sourires de protocole, il restait le choix de ne pas risquer ce peu qui avait été recomposé. Ce n'était ni un courage romantique, ni une lâcheté sans nuance. C'était, comme on l'a dit, une pure survie politique. Dans cette décision se cache une charge humaine énorme. La conscience de ceux qui ont dû peser la faim et les ruines face aux promesses d'expansion. La froideur du calcul dissimulait en réalité une urgence de maintenir le fil vital d'un pays endommagé. La paradoxe est étrange car elle inverse les attentes. On s'attendait à ce que celui qui avait dominé la moitié de l'Europe trouve des portes ouvertes partout. Il a rencontré au contraire une barrière stratégique et psychologique qui ne se laissait acheter ni par des cartes ni par des promesses. Cette barrière révèle que l'histoire n'avance pas toujours vers la grandeur du pouvoir, mais qu'elle s'arrête parfois sur la décision de ceux qui soutiennent le destin de leur peuple. Le refus de Franco démonte le mythe de l'inévitabilité. Le pouvoir le plus absolu bute contre la prudence qui protège le quotidien. Et dans cette heurte s'ouvre une fissure qui modifie le cours du conflit. La dimension humaine de ce choix est également incontournable. Derrière le calcul, il y avait des visages observant la pauvreté, des mains mesurant les rations et des familles comptant encore les pertes de la guerre interne. Décider de ne pas entrer, c'était parier pour que la vie quotidienne ne soit pas sacrifiée à une gloire étrangère. Mais ce geste a un coût moral qui l'accompagne. Les sympathies, les collaborations partielles et les départs de volontaires partis combattre hors d'Espagne sont des ombres qui suivent ce choix. La scène n'est donc pas en noir et blanc. C'est une mosaïque de protection matérielle et de dette éthique, de prudence étatique et de décisions personnelles ayant pris des chemins différents. Cette double face, protection et coût, rend l'histoire complexe et humaine. D'un côté, il y a la préservation tangible, moins de bombardements, moins de villes transformées en ruines, une société capable de recomposer ses liens sans destruction absolue. De l'autre, la mémoire de ceux qui sont partis combattre sous d'autres étendards, et la conscience que la neutralité n'a pas effacé les sympathies ni les complicités. Dans cette tension se lit le dramatique du pouvoir, agir pour sauver tout en portant les ombres de ce que cette action impliquait. L'Espagne fut la guerre que Hitler n'a jamais menée et celle qui l'a peut-être le plus frustré.
Cette phrase symbolique condense l'ironie finale. Le grand architecte des conquêtes a trouvé dans la péninsule non pas un allié soumis, mais une limite qui n'a pas cédé. Là où il espérait ouvrir un nouveau front, il n'a à peine laissé échapper qu'un geste de diplomatie et un silence calculé. La frustration de celui qui n'a pu obtenir ce qu'il désirait devient ainsi un miroir pour comprendre que l'histoire est souvent le résultat autant des gestes colossaux que des abstentions délibérées. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et de commenter si la vidéo vous a plu. Votre soutien nous aide à continuer de partager des histoires qui méritent d'être racontées.